C'était vérification de l'autofocus. C'est toujours un peu risqué. Fiction service et histoire vraie, et on élargit le cercle, une fois de plus. C'est une période de ma vie dont j'ai pas énormément parlé parce que il y avait eu déjà quelque chose d'important, la publication de mon premier livre, septembre 1982, sortie d'usine aux éditions de Minuit. De 82, après l'installation à Marseille, fin 83, après la Villa Médicis, mi-84, il y a un peu de flou, pas envie forcément. De toute façon, on doit des comptes à personne. Mais les droits d'auteur, j'avais eu un chèque de 350 francs. Ou alors, attendez, est-ce que je me trompe un peu avec les euros? Enfin, en tout cas, ça m'avait fait l'édition du Club de l'Honnête Homme Flaubert en 16 tomes, parce que je me disais qu'au moins, si je l'achetais avec mes droits d'auteur, ça me resterait. La preuve, je l'ai toujours. Et puis de l'autre côté, un petit frigo d'occasion. J'avais jamais eu de frigo dans les pioles où j'avais habité. Avançons. Donc il fallait des sous. C'est un ancien copain, connu, c'est lycée, tout ça, qui venait de s'installer, mais moi aussi, mes parents, c'était les voitures, c'est le garage Citroën à Civray. Donc il avait trouvé un truc, ce copain. Il s'était installé, alors vous savez maintenant, on passe devant, on fait à peine attention, c'est au bord des villes, ces espèces de cubes. Lui, il n'y avait même pas de cube, il y avait un vague hangar. Il n'avait pas mégoté sur le grillage. Ça, il avait une sacrée clôture. Et puis dans son hangar, son truc, c'était... Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous ces machins, c'était compliqué. Les intermédiaires, ceux qui, pour vous, allaient faire une démarche. Lui, il avait eu du nez. Faut dire, un avantage qu'il avait eu sur moi, avec ses 2 ans de plus, il était barré aux USA. Là-bas, aux USA, il avait fait ça, lui, la première fois. Vous savez, vous vous inscrivez, vous convoyez une voiture de New York à Los Angeles en 3 jours. Il avait fait ça avec 2 copains, c'était l'aventure de sa vie. Il avait ramené quelques photos. C'est ça qui lui avait donné l'idée. Les gens qui, en France, là, vous voyez, dans ce tout début des années 80, c'était plus la mode des petits Volkswagen camping-car, mais il y avait ce goût pour certains, justement. Maintenant, on appelle ça camping-car, c'est plutôt les retraités avec leur machin à 80 000 € qui se baladent là, et qui prennent le milieu de la route parce qu'ils n'osent pas aller frotter sur les bords. Moi, j'aime pas trop ces espèces d'énormes machins. Mais les vannes, là-bas, c'est ouvragé. C'est l'idéal de la route. C'est l'idée de la route. Alors, il avait monté ce tout petit business, mais de petit business de rien, à Poitiers. Si vous voulez faire comme fortune à Poitiers, et encore, c'était encore quelque chose. À l'époque, Poitiers, c'était pas tout tombé comme maintenant. C'était de dire, dans son hangar, avec sa grande clôture, vous souhaitez un van où on puisse dormir dedans, faire de la route, je vous le trouve, première main, deuxième main, je vous en trouve pour votre budget. Puis il y avait aussi une autre clientèle, c'était tout ce qui est vétérinaire, tout ce qui est machin comme ça. Fallait rouler en Mercedes, mais ils n'ont pas forcément les sous pour s'en payer une Mercedes. Alors en Allemagne, il y avait ces trucs de détaxe à Hambourg. C'est-à-dire, le truc, elle est pour l'exportation. Le véhicule passe directement de Munich, l'usine, jusqu'à Hambourg, le port. Là, tu la rachètes en détaxe. Moi, j'ai jamais été voir de près, mais en tout cas, les Mercedes, ça faisait partie... Mais il y avait ces grosses voitures lentes. Soit c'était les vannes où tu pouvais dormir dedans. Moi, je dormais pas dedans. Soit c'était ces grosses bagnoles. Boîte de vitesse automatique. Tu faisais le plein une fois tous les 120 km, etc., etc. Donc le copain, je sais plus... Donc le copain, il savait que... Moi, je parlais un peu allemand. Il savait que la question bagnole... tout simplement parce que autrefois, dans le garage de Civray, les voitures, on allait les chercher à l'usine Citroën de Javel. Quand c'était des bétaillères, on allait les chercher chez Gruau, à Laval. Quand c'était des ambulances, on allait chercher... Donc, l'idée du convoyage, nous, on a un petit peu ça dans le sang, vous voyez. Alors, là, il me dit, il était un peu en peine. Il m'appelle...
J'avais déjà un téléphone fixe, hein, c'était pas les portables. Et il me dit, mais t'aurais pas 3 4 jours devant toi, je suis dans la misère. Et c'est quoi ta misère? Eh ben, une voiture à ramener de Hambourg, il faudrait que quelqu'un aille la chercher. Bon, j'ai bien compris qu'il pouvait pas demander ça à n'importe qui, quoi. Ben, moi, à Hambourg, bah, si tu veux, mon gars, attends, raconte-moi ça d'un peu plus près. Eh bien, dans les 2 ans, en gros, 2 ans et demi, j'ai dû en faire 15, 18 des convoyages. Donc, vous voyez quand même. Alors, ça se passait comment? Tu partais en train. Et c'était marrant, les trains à l'époque, ils venaient d'inventer train de nuit. Vous savez, partaient de Gare du Nord, Francfort, tu changeais en pleine nuit, tu prenais la ligne pour Hambourg. Et puis, il y avait sur Paris-Francfort, ils avaient inventé ces espèces de wagons-lits où c'était pas des couchettes, c'était des espèces de trucs où tu dormais le dos comme ça, les jambes, les cuisses comme ça, les jambes comme ça. Et donc, juste en dessous de toi qui était comme ça, et juste en dessous de toi, il y avait un gars qui était à l'inverse. Sa tête, bah, là, tu vois, tout imbriqué sardine. Bon, ça a tenu un certain temps, ce truc-là. Mais le pire étant que, finalement, tu dormais pas si mal que ça dans ces machins-là. En tout cas, j'arrivais à Hambourg. Oh, c'était tôt le matin, là. C'était pas très rigolo. Bon, évidemment, bon café, problème. Et je me souviens surtout qu'après, il fallait... La première fois, ça a été dur, parce que trouver les bus... Hein, bon, c'est vrai, je me débrouille en Allemagne. J'aime l'Allemagne. J'avais déjà fait des séjours en Allemagne. Donc tu prends un bus et le bus, il était long de la gare, toutes les périphéries de la ville. Tu arrivais sur les zones portuaires. Puis des zones portuaires, là encore, il fallait descendre. Puis il y avait au moins 800 mètres, 1 kilomètre à marcher. Alors, première fois, j'avais un plan écrit. Puis finalement, tu trouves. Alors, et puis, paradoxalement, ça ressemblait beaucoup au truc de mon gars de Poitiers. Enfin, en tout cas, un mur, un gros barbelé dessus, des machins de verre. Et puis, dans une cour, puis au fond, l'hangar. Puis là, il y avait 2 gars. Il y en avait un, je m'en souviendrai toujours, parce que je suis allé des fois l'hiver, je suis allé des fois l'été. Il y avait toujours le même blouson de cuir, des gros blousons de cuir. Alors, tu sais pas trop ce qu'il y a dessous, mais bon, c'est comme ça. Puis tu sais bien que ce genre de gars, faut pas l'embêter. Puis il était pas expansif, et puis quand il parlait, vous savez, avec leur accent du nord de l'Allemagne, oh bah, je risquais pas de comprendre grand-chose. Comme quand vous arrivez à Chicago, vous ne comprenez rien. Et il y avait un comptable aussi, c'est le comptable qui s'occupait des sous. Et lui, au contraire, c'était un gars très, très, très mince. On dit qu'il n'avait jamais été assez nourri, le pauvre gars, il était blanc comme un navet, puis il avait des espèces de moustaches tombantes, là, puis un bout de cigarette. Bon, mais lui, je n'ai pas su le son de sa voix, c'est toujours... parce qu'il y avait ça aussi qui n'était pas facile dans le convoyage, c'est que entre mon copain de Poitiers et eux, là, moi, je ne sais pas comment ça se passait. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que dans le train, c'est pour ça que des fois, tu dormais pas si bien. Tu la gardais là, dans la poche de ton pantalon, dans le slip carrément, une grosse laisse de bifton. Puis t'arrivais et tu payais en liquide à Mercedes, des taxes, les machins. Et là, ça se traitait avec le comptable. Tu croyais qu'il n'allait pas perdre un centime de son histoire. Et puis finalement, ben, c'était mis. Alors les gars, même, au début, on pouvait pas se parler trop, puis t'as toujours la méfiance. Après, quand ils m'ont vu revenir, 3 4 fois, une fois, on était même allés manger ensemble. Ça, je m'en souviens, parce que, bon, moi, manger, c'était pas trop mon truc, mais eux, bon, à l'allemande, un machin de chou, de la bière, mais c'était cette odeur. On était en plein hiver, là, sur un truc, sur le port même, quasiment en plein vent, et puis cette espèce d'odeur de chou, ça. Puis bon, bah, je partais. Et là, moi, c'est vrai que c'est la joie, c'est le cadeau, c'est la consolation, quoi. J'ai plus trop idée de combien je mettais, mais en gros, tu mettais 1 jour et demi, quoi. De toute façon, t'allais pas vite, hein, fallait que tu sois méfiant. Si tu avais ces grands vannes là où tu pouvais dormir dedans. Bon, quand je dormais, moi, je dormais sur le siège avant, siège passager, je m'allongeais en travers. Je pas dans l'habitacle, de toute façon, c'était tout recouvert de plastique, de housse, tout ça. Et puis, c'était l'autoroute, donc tu descends l'autoroute, c'est ouvert à toutes les heures. Bah, tu frayes. Ils voient bien, les gars, que t'es un petit peu comme t'as un camion. Non, t'es pas d'un camion, t'es quoi? Ah, c'est le truc, là. Puis les chauffeurs routiers, bah, ils venaient tous voir, parce qu'ils savent bien qu'un machin comme ça, il n'y en a pas des masses, même si c'était une Mercedes, puis ils se doutent bien que... Ouais, ouais. Et, alors,
Finalement, c'était des Polonais, des Russes, ça tombe bien. Je baragouinais encore un peu de russe. Bon, finalement, alors, normalement, c'est pas prévu que tu boives des bières quand tu fais des convoyages. Bon, t'en prends bien quand même une petite avant de roupiller sur le parking, puis tu repars. Je me souviens que c'était forcément une nuit blanche. Alors, évidemment, j'avais les papiers. J'avais une attestation d'assurance provisoire. J'avais une immatriculation provisoire et une attestation d'assurance, donc j'étais en règle. J'avais des formulaires des taxes du port, tous ces machins-là. J'avais un gros dossier. Même, je crois qu'on rajoutait des feuilles et des formulaires pour se dire, si tu as un contrôle, bon, le gars, en plus, à 3 heures du mat, le gars, il va te contrôler. Allez, oh, waouh. De toute façon, j'ai jamais été contrôlé. Mais juste arrivé un pépin une fois à Forbach, où j'ai eu une espèce d'accrochage. Bon, enfin bon, faut pas vous embêter avec ça. Et j'arrivais à Poitiers. Là, bon, j'étais pas en super bon état, mais en gros, j'allais me garer là, juste devant le portail de chez le copain, quand il arrivait, des fois 2 heures, 3 heures après. C'est lui qui tapait à la vitre, parce que moi, je dormais sur le siège avant, et il ouvrait, tout ça, et puis, bon, puis il me payait, quoi. Il me payait pour les 3 jours, une bonne commission. Je pense que c'était gagnant-gagnant. En tout cas, j'ai toujours eu du plaisir à faire ça. Voilà. C'était mes convoyages, retour de Hambourg. Ensuite, je ne sais pas comment c'est venu. Je crois que j'en ai parlé quelque part. Est-ce que c'est parking? Est-ce que c'est dans un truc de revue? Est-ce que c'est... En tout cas, moi j'avais une figure comme ça qui me venait. Ça remontait au moment où j'avais été viré des Arts et Métiers Bordeaux. J'avais fait une année en plus sous danger avant d'être éjecté carrément. Et là, c'était un gars, je me souviens, qui ressemblait un peu à Mick Taylor de Rolling Stones au même âge. Un gars très mince, un peu diaphane, de cheveux blonds, qui avait un vieux break Opel. Et j'ai connu, même à Bordeaux, par exemple, un gars, Michel Ravitsky, qui était un proche et qui l'est toujours, qui convoyait des bateaux. C'est-à-dire, il apprenait à naviguer en partant en Guyane et autres, et puis ramenant le bateau de la Guyane à la Martinique ou de la Martinique jusqu'à Toulon, etc. Et ce gars, après, il a plaqué l'école pour faire un tour du monde avec un bateau en tôle. Il faudrait que je le raconte aussi, qu'on avait soudé nous-mêmes, collectivement. Enfin bon. Et c'est en pensant à ce gars, je crois qu'il, lui, il avait fait vaguement... Il était inscrit en médecine. Puis ces années tellement flottantes et tout ça. Je crois qu'au bout de l'année, il n'a pas fini son année de médecine. Il a lâché avant. Qu'est-ce qu'il est devenu? J'en sais rien. Je me souviens aussi qu'à l'UNEF d'Angers, c'est lui, avec toujours pareil, avec cette vieille Opel. On montait des combines quand il fallait aller. Par exemple, il y a eu un congrès de l'UNEF à Nice ou un truc comme ça. Enfin, comme c'était loin, on montait dans l'Opel à 4, 5, à 6. Et puis on voyageait de nuit, on allait jusque là-bas. Enfin, en tout cas, c'est sur le souvenir, l'idée de ce gars. Qu'est-ce qu'il était fait? Qu'est-ce qu'il était parti? Il n'y avait pas ni Facebook, ni tout ça. Que j'avais dû faire un bout d'article. Puis après, c'est un gars qui s'appelle Jean-Baptiste Aran. Alors, est-ce que c'était après mon deuxième bouquin, limite, ou en tout cas un moment où tu avais encore des articles dans Libération et tout ça, et des gens qui lisaient Libération. Et Aran, je lis l'article, et François Bon, qui a travaillé en usine, etc. Et ensuite, après son premier livre, une période un peu précaire, vivant, de convoyage de voitures. C'est-à-dire, moi, j'avais fait un texte sur ce copain, et le journaliste, Jean-Baptiste, avait intégré ça comme si c'était un élément de ma biographie. Bon, tu vas pas faire une protestation, mais seulement après, vous savez quoi, vous avez la notice Wikipédia, je sais pas si c'est dedans, mais vous avez des gens qui font d'autres études, et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est un tout petit seuil de décalage. Toi, tu écris quelque chose en fiction parce que tu sais ce que tu cherches à l'intérieur de toi. C'est ça qui justifie qu'on fasse ce travail ici, ensemble. Et ce tout petit décalage, parce que ça passe de la fiction à... Ah ben donc, s'il raconte ça, c'est qu'il a dû le faire. En plus, le journaliste Jean-Baptiste Aran lui-même, je me souviens qu'il avait des bagnoles bizarres à l'époque, un peu vintage, je me souviens qu'il trépatouillait un peu des Honda, etc., qu'il en revendait une, qu'il en rachetait une autre. Donc ça avait dû lui parler. Puis moi, de toute façon, c'était pas si loin de ça, de mes expériences. Donc tu t'aperçois que ce truc a glissé dans l'article de la fiction au vrai, mais c'est un tout petit seuil, un tout petit glissement. Mais après, cet ancrage qui s'est créé sur le vrai, lui, il se solidifie, il sédimente, il prolifère, et vous le retrouvez dans...
Eh bien, à un moment donné, je me suis dit, ce truc-là ne m'appartient plus. C'est-à-dire que c'est passé dans ma biographie officielle, c'est que je l'ai fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer dans ma biographie des éléments qui étaient pour moi au départ de la fiction, mais qui, de fiction, sont considérés parce que tu touches peut-être. En tout cas, c'est le mieux qu'on puisse faire, c'est le mieux qu'on puisse donner, c'est ce qu'on peut arracher de nous pour mettre là et donner. Dire, cette chose-là correspond à quoi? C'est quoi notre tâche de littérature? Ce rêve-là de traverser l'Amérique parce que tu arrives à Los Angeles, parce que tu as traversé avec une bagnole que tu n'aurais jamais pu te payer, mais parce que tu es 3 clampins et qu'il y a une agence qui t'a dit vous allez me convoyer ce véhicule jusqu'à Los Angeles et que c'était beau et que moi je ne l'avais pas fait. Et par contre, ces paysages, les zones portuaires de Hambourg, ces longues autoroutes, ces arrêts dans les airs en plein milieu, les voies russes que tu peux attendre, ça faisait partie de moi. Donc voilà. C'est comme ça que dans ma vie, maintenant, je sais que j'ai vraiment fait, pour cet ami de Poitiers, environ 18 convoyages où il s'agissait de partir en train de Paris, d'aller à Hambourg, de redescendre un beau véhicule comme je n'en aurais jamais jusqu'à cet entrepôt de Poitiers, lui ayant des clients qui cherchaient ce genre de véhicule, et pour que ce soit possible, ça passait plutôt par du cash et des transactions que j'ai jamais ouvertes régulièrement. Puis maintenant, tout ça, qui s'en prévaudrait, qui s'en formaliserait? C'est fini. Il n'y a même plus ça. Il n'y a plus besoin de ça. Parce que les bagnoles sont même encore dans nos rêves. Voilà, c'était l'histoire de ma vie en convoyeur et comment un grain de fiction peut devenir fragment revendiqué de votre biographie. Parce que c'est quoi l'important? Maintenant, quand je veux me souvenir de moi, quand je veux me souvenir de ce que je fus et ai été, quand je veux me rassembler moi, dans ce besoin de rassembler qu'on a, pour dire comment tu as traversé toutes ces zones d'instable, de précaire, comment tu n'es pas tombé de côté, je sais que pendant ces 2 ans, avec cette vingtaine de convoyages que j'ai fait de Hambourg, retour Poitiers, ça fait partie des choses que j'appelle, que je reconvoque comme étant ma vie. Et je suis sûr que dans votre vie à vous, il y a des choses qui ressemblent à ça. C'est le fonctionnement de cette petite machine qui compte. Le tout petit glissement à la fiction. L'endroit où il est tellement petit que tu ne peux pas le mettre en cause. Mais qu'ensuite, comme il n'a pas été mis en cause, il devient réellement... De toute façon, c'est quoi le souvenir de ta vie? Une fiction comme les autres. Et jamais complète. On ne dit jamais tout. C'est ça qui compte là, dans le chemin qu'on fait ensemble. Merci, cette fois, demain.